Alors, on va pouvoir tester le son. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de très très ponctuels, je vois. Bonjour tout le monde. Personne, alors que ça n'a même pas commencé. Ça va être un super webinaire. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Alors, moi, je t'entends, Paul. Super. J'avais des bugs de son il y a un quart d'heure, donc ça me rassure. Là, c'est nickel. Moi, je Philippe, vous entends qu'à moitié, en fait, ça coupe des fois. Alors, est-ce que c'est moi qui ai un petit problème réseau? je sais pas, mais on t'entend super, toi. Ouais, ok. Ouais, Bon. on t'entend bien, Philippe, c'est le principal. C'est toi qui parlera le plus. Bon, mais Paul, hein, je crois qu'il est 5 heures. Eh bien, c'est parti. Alors déjà, bonjour tout le monde. On est super content d'être là pour ce deuxième épisode des webinaires sur les certifications les plus valorisées du marché. On avait déjà fait un premier épisode avec Thomas au mois de novembre sur la certification Machine Learning de Google. Et nous voilà pour un deuxième épisode sur les certifications Kubernetes CKA et CKAD. Donc pour ce deuxième épisode, je suis très bien accompagné puisque je retrouve Thomas, qui a multiples certifications de Machine Learning et qui est notre responsable. Alors, hop, je veux bien que tu prennes les slides en main, Philippe. Ok. Donc Thomas, qui est notre responsable sur Sphere Institute et qui va m'accompagner sur ce webinaire pour notamment vous présenter les parcours de formation pour vous préparer à la certification. Et notamment Philippe Martin, qui est double certifié sur Kubernetes, donc administrateur et développeur, et qui est aussi l'auteur du bouquin, du fameux bouquin Kubernetes Preparing for CKAD, excusez mon accent anglais. On va dire. Paul, je crois qu'il faut que tu enlèves ton partage d'écran, par contre. Comme ça, on verra suite Philippe. Ça marche. Exact. Ok. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, quelques mots sur Sphere rapidement. Sphere, c'est une néo-SN dont le métier est de... Alors, on réalise des solutions numériques, des applications de génération. Et notre offre se divise en trois grandes parties. Il y a la partie stratégique qui consiste à accompagner nos clients, leur proposer des solutions numériques adaptées à leur métier et leur contexte. Et la deuxième partie, du coup, c'est le Make Real. Là, c'est notre cœur de métier, c'est de réaliser les solutions applicatives. Et enfin, on a une partie qui est dans le cœur de notre ADN, le Learn and Share, qui est tout simplement notre offre de formation. Donc, on est 700 consultants, 700 développeurs, et pas que. On a aussi on a des doueurs, des thinkers, des stratèges. On est présent en France et au Luxembourg dans 6 agences, et on a actuellement plus de 100 clients actifs. Donc, quelques mots plus concentrés sur notre offre de formation, puisqu'on est là pour ça. Donc, Sphere Institute, c'est l'entité qui incarne cette offre de formation. Donc, on a un très vaste catalogue qui est basé notamment sur des partenariats forts, donc notamment Linux Foundation, dont on parle aujourd'hui avec les formations Kubernetes. On est le premier partenaire sur Linux Foundation qui nous permet de faire les cours officiels pour Linux, pour Kubernetes. On a plein d'autres formations au catalogue, notamment Google Cloud, APG, Docker, Terraform, des formations sur le cloud, le DevOps, le machine learning. Et vous pouvez retrouver l'ensemble du catalogue sur l'URL que vous voyez à l'écran, sphere.com/institute. Voilà pour les petits quelques mots d'introduction. Philippe, je ne tarde pas plus pour te donner la main. Je te laisse présenter l'agenda du webinaire. Alors, donc, je vais vous parler ce soir, donc bonsoir à tous, des certifications Kubernetes CKA et CKAD. Donc, la CKA destinée aux administrateurs de clusters Kubernetes et la CKAD pour les développeurs d'applications destinés à être déployés dans des clusters Kubernetes. On fera le tour des connaissances requises pour que vous puissiez passer les certifications dans les meilleures conditions. On fera le tour des différentes ressources officielles et non officielles pour se préparer au mieux pour ces certifications, et j'essaierai de vous donner quelques trucs et astuces pour booster vos chances d'obtenir les certifications. Et à la fin, on regardera comment s'inscrire à l'examen de certification et comment se passe le résultat. Et ensuite, on passera aux questions-réponses.
Alors, pour le format de l'examen, que ce soit pour la CKA ou pour le CKAD, le format est le même. Donc, il s'agit non pas de QCM comme souvent pour des certifications. Dans ce cas-là, il s'agit de tâches à réaliser en ligne de commande dans un environnement réel. Vous aurez accès à une ligne de commande sous Linux Ubuntu dans un navigateur. Vous n'aurez pas d'IDE, vous aurez un éditeur VI ou peut-être d'autres éditeurs dans le genre. Et donc, vous aurez 2 heures pour réaliser entre 15 et 20 tâches. Ça sera 15 à 20 tâches tirées au hasard parmi un pool de tâches, et tout se réalisera en anglais. Au niveau de l'expérience recommandée, il n'y a pas de recommandation officielle de la Linux Foundation. Pour ma part, j'estime qu'environ 1 an en tant qu'administrateur pour la CKA ou 1 an en tant que développeur d'applications Kubernetes pour la CKAD sont suffisants. Et si vous suivez des formations accélérées, vous pourrez tenter les certifications avant cette durée d'expérience. Alors, je vais faire le tour des connaissances requises nécessaires d'abord pour le côté CKA, pour administrateur. Donc, la première chose, bien connaître, je vais rentrer dans les détails ensuite de tous ces points. La première chose, l'architecture, installation et configuration d'un cluster. Ensuite, connaître les charges de travail et comment planifier ces charges ou faire du scheduling sur les différents workers du cluster. Ensuite, la mise en réseau du cluster, l'utilisation de stockage et le troubleshooting. Donc, dans les détails, pour ce qui est de l'architecture, installation et configuration d'un cluster, il vous faudra d'abord savoir provisionner une infrastructure sous Linux et ensuite déployer un cluster avec l'outil kubeadm et mettre à jour ce même cluster toujours avec l'outil kubeadm. Il vous faudra aussi savoir gérer les accès à ce cluster avec les accès Airback et vous devrez savoir gérer un cluster en haute disponibilité, même s'il n'est pas nécessaire de savoir vous-même installer ce cluster en haute disponibilité. Et comme toutes les données se trouvent dans la base etcd du control plane de Kubernetes, vous devrez savoir sauvegarder et restaurer, mettre en place la sauvegarde et la restauration de ces données dans etcd. Un petit point technique, il vous faudra bien savoir quels sont tous les éléments du control plane de Kubernetes et pour cela, lesquels tournent comme des services Linux et lesquels tournent dans des pods statiques. Au niveau des charges de travail et du scheduling, il vous faudra bien comprendre ce que sont des déploiements, comment faire des mises à jour progressives, ce qu'on appelle des rolling updates, comment configurer des applications, comment mettre à l'échelle ces applications, comprendre les primitives pour créer des déploiements robustes et autoréparables, et comprendre l'impact des réservations de ressources sur la planification des pods, lorsque vous définissez des requêtes de ressources. Et ensuite, il vous faudra connaître quelques outils pour gérer les manifestes et les manifestes Kubernetes et faire du templating de manifestes avec, par exemple, Helm. Au niveau de la mise en réseau, donc vous devrez comprendre la configuration des réseaux des nœuds du cluster, que ce soit le control plane ou les workers. Ensuite, bien comprendre la connectivité réseau entre les pods, comprendre les types de services au sens Kubernetes, que ce soit cluster IP, node port, load balancer, et bien comprendre les ressources endpoint qui se cachent derrière ces services Kubernetes. Un point important de bien connaître la ressource ingress qui permet de partager des load balancers entre services et donc de comprendre comment installer un ingress controller. Vous devrez savoir configurer du DNS avec l'outil Core DNS inclus dans Kubernetes. Et enfin, vous devrez être capable de choisir un plugin CNI
sachant qu'un cluster Kubernetes installé avec KubeADM est installé sans réseau, et ce sera à vous de choisir un plugin réseau pour pouvoir installer cette connectivité réseau. Au niveau du stockage, vous devrez comprendre les classes de stockage et des volumes persistants, le type de volume, que ce soit file system ou bloc, et les modes d'accès, lecture-écriture, read-only, etc. Et comment marche la réservation de volumes persistants. Et finalement, comment configurer une application pour utiliser ce stockage. Pour finir, le troubleshooting, il vous faudra mettre en place donc, le logging, la récupération des logs du cluster, aussi bien du control plane que des workers. Vous devrez savoir monitorer des applications, récupérer les logs des différents conteneurs des applications et du système. Vous devrez savoir dépanner une application et dépanner les composants du cluster. Et finalement, bien comprendre comment fonctionne le réseau pour pouvoir le dépanner. Voilà, donc là j'ai fait le tour de tout ce qui est nécessaire de connaître pour la CKA, donc en tant qu'administrateur. Maintenant, je vais passer aux connaissances requises pour la certification pour les développeurs d'applications. Donc, il vous faudra bien connaître les concepts de base de Kubernetes, savoir configurer une application, savoir créer des pods multi-conteneurs, mettre en place l'observabilité de vos applications et de vos pods, déployer des charges de travail de manière efficace, bien comprendre la mise en réseau et savoir utiliser du stockage pour faire de la persistance de données. Alors, en détail, les concepts de base, vous devrez connaître les primitives Kubernetes, par exemple tout ce qui est ressources Kubernetes, et dans un premier temps, vous devrez savoir créer des pods de base. Ensuite, vous devrez savoir configurer ces pods pour commencer à faire des applications configurables grâce à des config maps, à des secrets pour stocker, pour configurer des valeurs secrètes. Rajouter de la sécurité en donnant des droits particuliers à vos pods grâce au service compte. Sécuriser vos conteneurs et vos pods grâce au security context. Et pour gérer le scheduling de vos pods, vous devrez savoir définir des réservations de ressources. Un point qui est vraiment très important de faire, qu'on oublie assez facilement au début. Pour les pods multi-conteneurs, dans la littérature autour de Kubernetes, il existe déjà pas mal de design patterns autour des multi-conteneurs. Et en particulier pour les certifications, vous devrez comprendre les design patterns d'ambassadeurs, d'adapteurs et de sidecar. L'observabilité de vos applications, vous devrez bien comprendre les liveness et readiness probes, quels sont leurs rôles dans les différentes opérations Kubernetes, comprendre le logging des conteneurs, comment voir les logs de vos différents conteneurs, comment monitorer vos applications et comment débugger les applications avec différents outils. Maintenant, les charges de travail, vous devrez bien comprendre les déploiements et autres types de charges de travail comme les jobs, les cron jobs. Et pour les déploiements, vous devrez savoir faire des mises à jour progressives, appelées rolling update, et des rollbacks pour revenir à une version précédente. Vous devrez comprendre donc les jobs et cron jobs, et vous devrez savoir utiliser des labels et des selectors, donc des labels pour marquer vos différentes ressources et vos selectors pour pouvoir sélectionner ces ressources, et des annotations qui permettent de configurer de manière plus fine vos ressources Kubernetes. Pour la mise en réseau, vous devrez connaître les différents types de services au sens Kubernetes, que ce soit cluster IP, node port, load balancer, et comprendre les network policies qui permettent de sécuriser le réseau
les communications réseau entre vos différents pods et conteneurs. Et enfin, la persistance de données, vous devrez être capable d'utiliser des persistants de volume déclarés dans votre cluster en faisant des réservations de volume persistants depuis vos pods. Merci beaucoup Philippe. Ça fait énormément de compétences à aborder pour les certifications. Donc je vais me tourner vers toi Thomas. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur les parcours de formation qui permettent de voir toutes ces connaissances? Alors bien sûr, effectivement, c'est très très dense hein, les certifs Kubernetes et le volume de connaissances à maîtriser sur le sujet. On parle vraiment de certification niveau quand même expert. Alors comme toujours, vous avez l'auto-formation. Vous allez avoir plein de ressources à votre disposition sur le net, on va en parler. Les formations avec instructeurs, ce seront à notre sens celles qui vont vous donner le meilleure chance de monter en compétences rapidement et efficacement sur le sujet. Et derrière, il faudra quand même pratiquer. Hein. Philippe l'a dit en début de formation, de webinaire, pardon. C'est un sujet sur lequel c'est bien d'avoir un peu d'expérience et d'avoir mis les mains dans le cambouis. Si on passe à la slide suivante, en fonction de votre approche, nous, on vous conseille, si vous avez le temps de faire de l'auto-formation et de la pratique, ça peut tout à fait passer si vous avez un horizon d'1 an, 1 an et demi. Mais si vous êtes plus pressé, vous voulez une certification d'ici quelques mois, voire quelques semaines, la formation avec instructeur, dans tous les cas, c'est la meilleure option et vous aurez vraiment des ratios de performance en termes de validation de votre certification qui seront sans commune mesure. Et si vous voulez maximiser vos chances de réussite, bien évidemment, pratiquez. Alors, au slide suivant, s'il te plaît, Philippe, on va voir quelles sont les formations que vous avez à votre disposition. Donc, globalement, il y a 2 formations officielles, c'est-à-dire dont le contenu est produit par la Fondation Linux, qui sont la formation LFS 458 si vous êtes sur la track administrateur Kubernetes, et la formation LFD 459 si vous êtes sur la track développeur. Donc ces formations de 4 jours et de 3 jours sont directement en phase avec le contenu de la certification. Donc en plus de vous donner l'expertise sur le sujet Kubernetes, vous êtes extrêmement bien préparé à la certif. Derrière, on a d'autres formations dans notre catalogue qui peuvent éventuellement vous intéresser. Notamment une formation de 1 jour en termes d'introduction à Kubernetes. Alors ça, c'est très bien de la suivre si par exemple, vous êtes assez nouveau sur Kubernetes avant d'attaquer les admins et les devs pour monter en puissance sur le sujet. Puis derrière, si vous êtes plutôt dans du Kubernetes chez Google, on a des formations sur Google Kubernetes Engine. Alors j'ai vu une question dans le chat et on en reparlera, je pense, dans les Q&A à la fin du webinaire. Mais c'est bien d'avoir des connaissances quand même autour de Kubernetes, notamment Docker, et pourquoi pas Terraform pour automatiser le déploiement de vos infrastructures. Donc on a des formations de 2 jours sur le sujet également. En termes d'autres ressources, vous avez à votre disposition, attends, si tu passes sur le slide d'après, s'il te plaît, Philippe, vous avez à votre disposition sur Internet pas mal de ressources, on vous donnera bien évidemment les slides, donc la doc officielle, kubernetes.io, /docs pour avoir l'ensemble des docs, /blog pour avoir toute l'actu, les ressources Kubernetes, beaucoup de codes sources à observer sur GitHub, le forum de discussion, et bien évidemment, vous avez une plateforme, un simulateur d'examen dont on vous donne le lien, et des exercices orientés pour les certifs, que ce soit dev ou admin, pour bien vous préparer, que vous pourrez trouver sur GitHub. Voilà pour la partie formation. Merci beaucoup Thomas. Je profite, on est à peu près à la moitié du webinaire pour faire un petit point sur l'outil. N'hésitez pas à poser vos questions à Philippe et Thomas dans la partie Q&A. Et vous avez une option pour upvote les questions qui vous semblent les plus pertinentes ou vous voulez absolument qu'on y réponde en fin de webinaire. On reviendra dessus à la fin. Je te redonne la main, Philippe, si tu veux compléter ce qu'a dit Thomas sur les ressources et pour que tu puisses donner aux participants tes petits tips une fois qu'ils auront passé les formations qui seront préparées pour se préparer correctement à l'examen. Oui, alors je reste une petite minute de plus sur ce slide pour indiquer que effectivement durant l'examen, une chose importante, c'est que vous avez le droit d'ouvrir un second onglet où vous pourrez accéder à la doc Kubernetes. Donc vous voyez les 3 sites en gras ici, vous aurez le droit d'y accéder durant la certification. Donc c'est important de bien prendre connaissance de toutes les ressources qui s'y trouvent. Pour la première, il y a 4 grandes rubriques: concepts, tâches, tutoriels et références. Le blog
et donc les sources de Kubernetes avec des tas de documents intéressants à lire en plus des sources. C'est qu'il faut quand même le connaître avant de passer l'examen pour pas être perdu pendant l'examen à chercher dans la doc. Faut savoir où chercher, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Il vaut mieux, vous pouvez même vous faire des liens dans le repo GitHub, le dernier. Il y a des listes de liens de choses intéressantes à connaître durant l'examen. Donc, je vous conseille de vous faire une liste de bookmarks parce qu'effectivement, il est possible que vous ayez à copier-coller des choses dans la doc qui soient utiles durant l'examen. Donc, il vaut mieux y accéder assez rapidement. Au niveau des trucs et astuces, donc il faut savoir que l'examen, donc vous avez une vingtaine de tâches à réaliser en 2 heures, tout en ligne de commande, et donc ça fait à peu près 6 minutes par tâche. Donc il faut vraiment maîtriser la ligne de commande. Et il y a plusieurs dizaines d'opérations. Donc la ligne de commande essentielle pour Kubernetes, c'est kubectl, avec plusieurs dizaines d'opérations différentes, de commandes différentes. Donc je vous conseille fortement de maîtriser ces commandes. Et aussi, un second point, de maîtriser l'écriture de manifeste. Donc, pour définir un pod, un container, etc., il y a des dizaines et des dizaines de champs différents à connaître. Donc, je vous conseille aussi d'explorer la doc de référence pour lire tous ces champs à quoi ils correspondent. Alors, en particulier, quelques petites astuces pour la ligne de commande kubectl. Pour créer un pod, il existe la commande kubectl run nginx qui permet de créer un pod dans le cluster. Et si vous voulez récupérer le manifeste qu'il faudrait écrire pour exécuter ce pod, vous pouvez rajouter les options dry run égale client -o YAML et vous pouvez rediriger la sortie vers un fichier, ce qui permet de vous sauvegarder le manifeste pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et dans le certificat, on vous demandera probablement de sauvegarder ce manifeste quelque part comme preuve de ce que vous avez fait. Sans autre option, cette commande va vous faire un pod vraiment simple. Donc, vous pouvez rajouter des choses supplémentaires comme des labels, un service compte, des variables d'environnement, etc. à votre pod. Et pour ça, vous avez des options supplémentaires. Il y a une chose équivalente, une commande équivalente pour les déploiements cette fois. Avant, c'était uniquement pour les pods. Maintenant, c'est pour les déploiements. La commande kubectl create deployment. Cette fois-ci, et toujours avec les options dry run client ou YAML, mais cette fois, vous ne pouvez pas spécifier d'options pour rajouter des variables d'environnement directement dans cette commande. Par contre, vous pouvez enchaîner cette commande avec d'autres commandes du genre kubectl set env qui permet de rajouter des variables d'environnement. Et pour cette commande-là, pensez bien à utiliser les options -local, -f, -o YAML pour permettre de récupérer en entrée le manifeste d'un déploiement simple et en sortie le manifeste enrichi des variables d'environnement. Pour examiner des manifestes de ressources, vous avez la possibilité de faire -o YAML qui va vous afficher à l'écran la totalité de la ressource, mais ça peut être très verbeux. Donc, la possibilité de faire -o JSON-pass vous permet de spécifier quelle partie exacte du manifeste vous voulez récupérer, ce qui vous permet de simplifier l'affichage et d'avoir directement la valeur attendue. Ici, vous pouvez récupérer très facilement une valeur d'une variable d'environnement dans un config map ou dans un secret en pensant bien à décoder la valeur qui est encodée en base 64. Pensez aussi à utiliser les noms courts des ressources. Tapez kubectl get persistent volume, même si la tabulation pour la complétion est activée, je trouve toujours plus simple d'utiliser le nom court et vous ferez moins de fautes de frappe. Et vous pouvez, durant l'examen, vous remémoriser la liste des ressources et leur nom complet ou court avec la commande kubectl API ressources. Pour connaître les champs de toutes les ressources Kubernetes, que ce soit pod, conteneur, etc., vous pouvez utiliser dans la ligne de commande la commande kubectl explain pod.spec, par exemple, pour récupérer tous les champs
du champ spec d'un pod sur un seul niveau, ou alors sur plusieurs niveaux grâce à la commande, grâce à l'option récursive. Et vous pouvez aller voir, donc l'URL est accessible pendant l'examen. Vous pouvez aller examiner la référence de l'API, donc qui contient tous les champs avec toutes leurs explications sur le site des docs de Kubernetes. Pour vous préparer quelques heures avant l'examen, donc pensez bien à avoir une pièce calme et lumineuse. Ça vous sera demandé par votre examinateur pour qu'il puisse bien voir ce qui se passe dans la pièce. Il faudra que vous soyez seul dans la pièce et sans bruit environnant. Pensez à configurer votre ordinateur pour ne pas avoir de problème de réseau, de caméra ou de son le jour même. Pensez à prendre votre pièce d'identité qui vous sera demandée. Et connectez-vous 15 minutes à l'avance, comme ça vous aurez le temps de prendre en main l'environnement avant l'heure de départ. Alors pendant l'examen, pour être le plus efficace possible, vous aurez donc une vingtaine de tâches en 2 heures, soit à peu près 6 minutes par tâche, donc il faudra aller très vite. Et alors pour ça, je vous conseille de commencer par les tâches, soit les plus simples ou celles que vous maîtrisez le plus pour prendre confiance dès le début et prendre bien en main l'environnement et vous remémoriser toutes les commandes. Et vous pouvez passer les tâches qui vous semblent difficiles, vous aurez la possibilité de les marquer et de revenir très rapidement dessus pour y travailler après avoir fait les tâches que vous maîtrisez. Super. Donc, on a vu toutes les compétences qu'il fallait connaître le jour de l'examen. On a vu comment se former pour aborder toutes ces compétences-là. Maintenant, on a vu aussi tes tips pour bien se préparer et réussir l'examen. Maintenant, quand on est prêt pour passer l'examen, comment ça se passe pour s'inscrire? Alors, pour s'inscrire aux examens, il faudra vous rendre sur les sites traininglinuxfoundation.org, certification. Vous pourrez choisir donc la certification qui vous intéresse. Ça vous en coûtera donc environ, exactement 300 $, donc environ 250 €. Si vous suivez une formation chez Sphere Institute, donc il vous sera remis un voucher au prix d'environ 200 $, qui vous fait une bonne réduction. Au niveau de l'inscription, bon, rien de spécifique, c'est une inscription très académique. Il faudra bien ne pas vous tromper sur votre nom et prénom, car il sera vérifié par rapport à votre carte d'identité. Et donc voilà. Et donc il faut savoir que si vous ratez l'examen la première fois, il vous sera possible de repasser une seconde fois l'examen pour le même prix. Vous n'aurez pas à repayer 300 $ supplémentaires. Dans le même prix, vous avez une chance de rater l'examen. Et donc pour obtenir l'examen, il vous faudra une note supérieure à 66 sur 100. Donc, une fois terminé votre certification, vous aurez le résultat très probablement dans les 36 heures. Et donc, si vous avez un résultat positif, votre certification sera valable pour 3 ans. Et si vous passez la CKA, donc en tant qu'administrateur, vous aurez la possibilité ensuite de vous former et de passer la certification suivante, CKS, qui est plutôt tout ce qui est sécurité. Merci beaucoup, Philippe. Donc, c'est bon, on a vu l'ensemble de l'agenda. On va pouvoir passer aux questions. Juste avant, j'ai 2 petits messages à vous faire passer. Le premier, c'est qu'on vous informe que pour toute inscription à nos formations Kubernetes pour Sphere Institute, donc toutes nos formations payantes, vous recevrez le livre Kubernetes de Philippe. Et autre petit message, pour ceux que ça pourrait intéresser dans le chat, sachez que Sphere recrute. Je te laisse passer au slide suivant, Philippe.
Donc, on recrute dans toutes les agences du groupe, donc des profils full stack notamment. Sur Paris-Lille, plutôt des architectes cloud, DevOps, data engineers. Sur Strasbourg, Nantes, Bordeaux, des profils C#, .NET, avec 3 ans d'expérience. On vous a mis la liste des contacts si ça vous intéresse pour pouvoir leur envoyer un petit mail. Et vous pourrez la retrouver, bien sûr, dans les slides qu'on vous enverra suite au webinar. Voilà, on peut attaquer les questions. Je prends la parole juste pour une question, Ouais. Paul. Je m'excuse, je fais un piratage. Mais comme il y a une question, tiens, reviens, si tu peux revenir en arrière, Philippe, juste une seconde sur le on recrute, c'est très important, surtout dans le contexte actuel. Je pense que beaucoup d'entre vous se posent peut-être la question de où je vais, est-ce que je bouge, est-ce que je bouge pas, hein. Et on a une question sur les certifications. Donc j'anticipe. Quelle est la valeur ajoutée sur le marché du travail des certifications Kubernetes? Bah, nous, typiquement, c'est un des critères aussi de recrutement, d'avoir des certifications professionnelles. Donc, c'est très important si vous voulez intégrer une entreprise comme Sphere. C'est un vrai atout d'avoir des certifications de ce niveau sur ce type de technologie. Alors, on enchaîne. Merci Thomas. On enchaîne sur les questions. Première question de David. Est-il vraiment demandé d'installer un cluster ou uniquement réaliser les tâches dans un cluster fourni? Bah, ça dépend. Enfin, là, je ne peux pas dire parce qu'effectivement, comme c'est des questions tirées au hasard, je ne me rappelle pas effectivement d'avoir eu à installer un cluster complètement. Mais c'est possible qu'on vous demande effectivement de faire une partie de l'exercice d'installation et de rajouter un worker. Ouais, pourquoi pas, des choses comme ça. Donc, il vous faudra savoir en partie comment installer effectivement un cluster ou rajouter des workers. Question suivante. Encore une question de David. À quoi a-t-on accès pendant l'examen? Nécessité de connaître toutes les commandes parfaitement. Activation de l'autocomplétion possible pour gagner du temps. Alors, oui, l'autocomplétion est activée par défaut. Vous n'aurez rien à faire pour ça. Ça, c'est une bonne chose. Donc, les ressources disponibles, ouais, vous avez accès à toutes les ressources, tout ce qui est concept, donc avec des pages très complètes sur tous les concepts, toutes les pages de tâches et toutes les références. Donc, par exemple, il y a un kubectl cheat sheet qui résume toutes les commandes kubectl qui sont utilisées en permanence. Donc, vous aurez accès à cette page. N'hésitez pas à vous la bookmarker et puis à copier-coller carrément ces commandes lors de l'exercice. Ou alors, moi, j'utilise aussi beaucoup kubectl run help, par exemple. Il y a aussi tout le temps des exemples de commandes dans help. Donc, ça aussi, c'est très pratique. Et la troisième partie de la question, je ne me souviens plus, Paul. Activation de l'autocomplétion possible. Oui, ça j'ai répondu. Ouais, ça j'ai répondu, c'est possible. Sinon, c'est nécessité de connaître toutes les commandes parfaitement. Mais, pas parfaitement, mais il faut quand même oui, connaître quelle opération vous voulez utiliser. Et puis ensuite, vous pouvez utiliser l'autocomplétion ou la référence en ligne de kubectl pour retrouver les options. Mais il faut quand même que la commande vienne vite en tête pour ne pas chercher pendant un quart d'heure la bonne commande. Paul, il y a des questions en relation qui sont glissées dans le chat. Donc, je te propose de juste les prendre sur le même sujet. Pardon, vas-y, je te laisse poser la question. Alors, la première question, c'est est-ce qu'on a bien accès à Kubernetes.io intégralement pendant l'examen? Il y a certains sous-domaines qui ne sont pas autorisés, comme le forum, je crois. Mais sinon, donc dans les slides que j'ai montré tout à l'heure, c'était marqué en gras, effectivement, tous les sous-domaines et sous-répertoires qui sont autorisés. Et c'est bien reprécisé en début de certification. Et, voilà. Ça marche. Et l'autre question, c'était est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs shells ou TMUX obligatoires? Ouais, ça, je vous avoue que je n'utilise pas ce genre d'outil. Je ne sais pas trop. Probablement que si vous arrivez à installer TMUX dessus, oui, il n'y a pas de raison que ça bloque. Mais je n'utilise pas ces outils, je ne peux pas dire. Ça marche. Question suivante, quelle est la valeur de la certification sur le marché du travail?
Bon, chez Sphere, effectivement, ouais, dans le service cloud, on nous demande d'avoir une certification, ouais, donc pour Sphere, en tout cas, c'est vraiment très utile. Et moi, ce que je trouve intéressant dans les certifications, en plus d'avoir un diplôme en fait, à montrer à l'employeur, c'est aussi surtout un vocabulaire commun. Le jour de l'entretien, par exemple, si la personne qui vous fait passer l'entretien a une certification, ben, j'imagine qu'il va vous poser des questions autour de la certification pour voir si effectivement vous maîtrisez ces sujets, et il va utiliser le vocabulaire de leur certification probablement. Donc, je trouve bien les certifications, ça permet de discuter plus facilement avec d'autres personnes sur un sujet commun. Compléter un peu ce que tu dis, parce que sur le sujet formation, on a très très souvent ce type de questions. À mon sens, hein, très clairement, les certifications, c'est un vrai atout pour toutes les personnes qui cherchent un emploi. C'est simple, vous êtes sur un même poste, vous avez une certification et la personne en face n'en a pas, vous partez avec un sacré avantage. De plus, c'est souvent des leviers en termes de rémunération que vous pouvez utiliser, soit lors de votre embauche, soit même au cours de votre carrière dans une entreprise. Ça vous permet de faire partie d'une communauté, vous êtes reconnu par vos pairs et vous avez une crédibilité quand vous avez une certification. C'est assez important, comme l'a dit Philippe, vous avez un vocabulaire commun et vous faites partie du cercle des personnes qui ont ce label. Euh, euh, D'une manière générale, c'est un vrai gage de reconnaissance. Merci à tous les deux pour vos réponses. On a une question de Jean-Yves. Les questions sont-elles à tiroir? C'est-à-dire, faut-il avoir réussi à résoudre la question ou le troubleshoot de la tâche 1 avant la tâche 2, ou les questions sont-elles indépendantes? Non, elles sont vraiment indépendantes. Alors, dans la CKA et CKAD, dans mes souvenirs, vous avez accès à 4 ou 5 différents clusters. Donc, il y a des tâches qui reviennent dans les mêmes clusters. Donc, si vous faites des manips destructives dans un cluster, bon, vous allez être embêté. Mais bon, il n'y a pas de raison quand même. Et après, dans chaque tâche à réaliser, il y a rarement des choses qui s'enchaînent. De temps en temps, vous aurez 2, 3 choses qui s'enchaînent à réaliser, mais ça va s'arrêter là. Merci. Question de Zied. Le jour de l'examen, je vais utiliser quel outil? Navigateur, terminal, etc. Je suis autorisé à quoi? Pardon, je suis autorisé. Qu'est-ce que je peux faire sur le navigateur? Bookmarks, entre parenthèses. Voilà, donc un navigateur. Bon, moi, je travaille sous Linux. C'est en général le plus dur pour pouvoir. C'est l'environnement le plus contraignant en général. Donc, si ça marche sous Linux, ça marche sous Mac et Windows sans problème. Donc, vous aurez un premier onglet avec votre environnement de travail, avec à l'intérieur un terminal Linux avec Ubuntu dedans. Et vous aurez droit d'un second onglet pour accéder aux documentations. C'est tout. Vous ne pourrez pas ouvrir de troisième onglet. Et donc, vous aurez droit au bookmark pour naviguer dans votre seconde fenêtre. Et il y avait une deuxième partie de la question, je crois. À quoi suis-je autorisé sur le navigateur? Si je crois que c'est. Ouais, voilà, j'y ai répondu, ouais. Un navigateur, quoi. C'est ça que tu veux dire. Oui, oui, ça, oui. Par contre, voilà, on a droit qu'au navigateur, rien d'autre. Ouais. Et du coup, c'est Chrome, Firefox, qu'est-ce qui marche d'autre? Je sais pas si tu sais. Non, Chrome, moi, j'avais fait ça sous Chrome, ouais. Après, ouais, je sais pas. Après, le site d'inscription de certification, tout est bien détaillé. Il y a des questions-réponses et tout est vraiment bien expliqué, en fait, tout ce qui est prérequis. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site là, la description, pour tous ces petits détails. Une question de David. Peut-on s'entraîner avec des tests à blanc? Ouais, donc le site killer.sh. Alors, je ne l'ai jamais utilisé parce qu'il est récent. Bon, il faut savoir qu'il est payant, c'est de l'ordre de 10-20 euros, je crois. Vous avez le droit de passer deux fois le test, je crois. Donc, il y a cette méthode-là. C'est un environnement, d'après ce que j'ai compris, vraiment très similaire à l'environnement réel. Après, vous trouverez sur GitHub quelques questions similaires. Voilà, c'est les seuls moyens moi, que j'ai trouvé pour s'entraîner vraiment comme ça.
Merci. Question de Jean-Yves. Y a-t-il un temps minimum à attendre avant de repasser l'examen? Exemple, ce type de règle, c'est vrai que Google fait ça, il y a un délai entre chaque examen. Non, j'ai cherché, mais non, j'ai pas du tout vu ce genre de contrainte. Non. Ni le nombre de. Enfin, on peut passer 2 fois en payant donc un premier voucher. Et après, c'est indiqué nulle part si on a le droit de repasser après derrière, de reprendre des vouchers, après quelle période. Ce n'est pas du tout spécifié, donc j'imagine que c'est libre. Et Philippe, parce que tu es très modeste, mais tu as quand même écrit un livre pour s'entraîner à préparer les certifications. Donc il y a ton livre comme super ressource. Et oui, Eh oui. oui, il faut le passer. Oui. Donc vous avez le livre de Philippe Martin, qui est dédié à la préparation des certifications CK et CKAD. Donc, plus précisément, en fait, là, vous ne trouverez pas dans le livre toutes les petites astuces vraiment spécifiques à la certification. Ce que j'ai voulu faire plutôt, comme je trouvais que le site Kubernetes.io, il est vraiment très complet, ce qui est une chose très bien pour le quotidien. Mais pour la préparation de la certification, finalement, c'est un niveau relativement haut, mais voilà, qui n'est pas, c'est pas un niveau expert non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est dans le livre, c'est de prendre les choses essentielles en fait et de résumer un peu la doc de Kubernetes.io pour tout ce qui est niveau certification. Et ne pas vous perdre, parce que le risque dans le site Kubernetes.io, c'est de vous perdre dans des considérations très très techniques et de ne pas arriver à vous former parce que vous partez dans des directions qui ne sont pas utiles pour la certification. Voilà. Je profite de rebondir là-dessus par rapport au fait qu'on enverra ton livre à toutes les personnes qui s'inscriront à l'une de nos formations. On fera le nécessaire pour vous l'envoyer le plus rapidement pour que vous puissiez préparer votre examen avec le bouquin de Philippe entre les mains, évidemment. La prochaine question de Zied, je te la laisse, Thomas, elle est d'ordre technique. Il y a beaucoup de termes techniques et avec mon vernis technique, j'ai peur d'écorcher sa question. Ah oui, j'ai eu peur parce que moi, j'ai pas la réponse à la question. Alors, avec la version, avec les versions plus récentes que la 1.20 de Cube, est-ce qu'on a une connaissance de containerd qui est nécessaire ou pour gérer les containers au lieu de Docker lors du troubleshooting? Non, alors les examens sont basés pour l'instant sur la 1.19. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas à vous soucier de ce genre de considération. Les prochaines, probablement, oui, vu qu'ils ont déprécié l'utilisation de Docker, il est probable, si vous passez la certification dans le second semestre de cette année ou l'an prochain, qu'effectivement, ce genre de questions passe. Ouais, c'est vraiment pas impossible. Des connaissances Docker ou autres sont-elles nécessaires dans ce cas? Docker en particulier, bon, disons que si on fait du Kubernetes, on fait du Docker, c'est une bonne partie. Enfin voilà, on gère des conteneurs. Donc ça dépend de ce qu'on appelle Docker dans ce cas-là, mais effectivement, il faut savoir ce que c'est un conteneur. Donc oui, quand même, oui, il faut des bonnes connaissances Docker. Oui. Question de Julien, l'utilisation de Kube ADM peut se faire sur des VM cloud et ou locales? Oui, oui, oui. Moi, j'ai commencé l'utilisation de KubeADM effectivement sur des VM qui étaient provisionnés en entreprise grâce à, je ne me rappelle plus, enfin, sur des machines virtuelles, ouais, grâce à un provisionneur de machines virtuelles. Et dans mon livre, par exemple, je documente plutôt le déploiement sur des VM dans Google Cloud. Donc c'est possible dans les deux cas. En fait, une chose à savoir, c'est qu'un cluster Kubernetes, toutes les machines virtuelles, elles doivent être sur un réseau plat. Donc toutes les VM doivent avoir une connectivité complète entre elles. Donc voilà, c'est assez facile à faire, soit on-premise, soit dans le cloud. Une question de Damien. Existe-t-il un club des 65%? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas rencontré.
Question de Nassim. A-t-on droit à un IDE pour les fichiers YAML ou aura-t-on droit que à Vim? Ouais, c'est une très bonne question. Ouais, j'ai oublié de le préciser dans les slides. Donc, pas d'IDE complet, c'est sûr. Moi, j'ai utilisé Vim. Bon, je suis pas un expert de Vim. Je préfère Emacs, mais j'ai pas pris le temps d'installer Emacs parce que l'embêtant, c'est que donc on a une première VM de travail et ensuite on doit se connecter en SSH sur les différents nœuds des différents clusters. Alors, si vous commencez à réinstaller Emacs ou votre éditeur préféré sur toutes les VM, ça va vous prendre un temps fou. Donc, un conseil, si vous ne connaissez pas Vim, apprenez les commandes principales, comme on dit en rigolant, apprenez à sortir de Vim pour ne pas rester bloqué. Et voilà, donc je vous conseille quand même de bien maîtriser Vim, au minimum. Question de Sébastien. Est-ce que Sphere est un centre d'examen pour cette certif? Thomas, est-ce que Ah non, tu non. répondre? On n'est pas du tout un centre d'examen chez Sphere aujourd'hui, mais globalement, vous pouvez la passer en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dans un centre d'examen, ça c'est plutôt cool. Vous avez besoin d'acheter le voucher et après de vous connecter sur les instructions que vous allez recevoir et comme vous a dit Philippe. Merci. Question d'Olivier. C'est bien des tests en sandbox pour les questions techniques? Je ne comprends pas bien le sens de sandbox. Sur un environnement pas un environnement de prod, quoi. Ouais, ou pas un local, peut-être, je sais pas. Non, en fait, on vous fournit, donc on vous fournit une première VM sur laquelle vous êtes connecté. Vous pouvez pas la quitter. En fait, j'ai pas essayé de la quitter pour voir ce que ça donnait. Et ensuite, vous avez, avec kubectl, vous avez accès à plusieurs clusters, donc pour pouvoir travailler via l'API, ou alors vous avez accès en SSH aux différentes VM de vos différents clusters. Donc c'est, j'imagine, un environnement qui est déployé quelque part dans le cloud, et on vous donne accès à ces VM et vous travaillez dessus. Et quand vous avez fini l'examen, ces VM sont déprovisionnés. Donc pour moi, c'est un environnement réel, disons, de travail, ouais. Alors, question suivante de Mohamed. Combien pour le prix? Alors, je ne sais pas si vous parlez du prix du voucher ou des formations. Donc, on peut peut-être répondre aux deux questions. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, il me semble que Mohamed avait posé la question au moment du voucher. Donc, le voucher, c'est 300 $ sur la Linux Foundation. Et nous, en étant partenaire, on a un tarif préférentiel pour les stagiaires qui participent à nos formations. Donc, les formations principales pour préparer les examens, c'est la LFS 458 et l'FD 459. On les fait à 600 € au jour avec tous les accès à tout, au matériel, aux exercices de cours. Et en plus de ça, si vous voulez passer l'examen, on fait le voucher à peu près 200 $. Et il faut savoir que donc, 2 fois par an, enfin, au moins 2 fois par an, il y a la KubeCon, la grande conférence Kubernetes, qui réunit des dizaines de milliers de personnes. Et ils offrent des tarifs réduits pour passer les certifications, de l'ordre du moitié prix, je pense, au moins. Et donc, en général, le prix de la conférence est assez cher, mais cette année, par exemple, à cause du confinement, donc c'était une conférence virtuelle qui coûtait de l'ordre de quelques dizaines d'euros. C'était, oui, 50 € peut-être, hein. Du coup, c'était intéressant d'acheter le ticket pour la conférence, rien que pour avoir là une bonne réduction sur les certifications, si vous aviez envie de passer les certifs. Voilà. Alors, on a une question de Scott. Est-ce que le rôle CKA s'applique toujours avec GKE? Là, je t'avoue, je ne comprends pas la question. Si tu fais du CKA, est-ce que tu as vraiment un rôle d'admin pardon, si tu fais du GKE, Google Kubernetes Engine, Oui. est-ce que tu as vraiment un rôle d'admin Kube ou pas, ou ça change un Mais peu? effectivement, il y a les deux parties. La partie KubeADM, c'est pas utile quand vous êtes dans GKE, parce que toute cette partie, c'est pour installer le master, le control plane, tout ça. Donc, tout ça, c'est fait par la GKE. Par contre, après, il y a la partie au-dessus, toute la gestion des droits, un peu tout le reste, de savoir faire des déploiements, tout ça, vous pouvez le faire dans GKE. Mais effectivement,
vous ne pourrez pas tout faire dans GKE pour vous préparer à la certification. Vous pourrez le faire dans le cloud grâce à des machines virtuelles. C'est probablement le plus simple pour arriver à trouver des machines virtuelles. Mais non, GKE, c'est pas suffisant pour tout bien réviser. Alors, Julien nous pose une question sur le taux de réussite du premier coup ou du second coup, si on a les chiffres. Pas les chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les formations, ça marche mieux. Blague à part, c'est une vraie réalité. On le voit sur à peu près toutes les certifications de ce niveau. Quand vous faites les formations avec instructeur, le taux d'échec diminue, mais très, très sensiblement. Après, j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le test, la possibilité de repasser l'examen pour effectivement passer une espèce d'examen blanc avec le premier test. Donc voilà, ça fait baisser effectivement le taux au premier tour. Et c'est vrai que c'est un avantage de pouvoir avoir cette espèce d'examen blanc gratuit, en conditions réelles. Donc c'est pas vraiment un examen blanc. Une nouvelle question de Scott. En pratique, la mise en place d'un cluster Kubernetes se fait dans quelle infrastructure? Entre parenthèses, EC2, bare metal, etc. Ouais, donc là j'ai à peu près répondu à la question. Ouais. Donc, vous pouvez le faire en pratique, enfin ça dépend, après ça dépend de la politique des entreprises, mais effectivement c'est possible de le faire dans tous ces environnements. Ce qu'il vous faut, c'est une machine Linux, que ce soit une machine réelle, physique, que ce soit une VM sur un Proxmox chez vous, ou une VM dans le cloud, tout ça, tant que vous avez un Linux en réseau, ça marche. Merci. Une question de IM. Comment peut-on s'en servir pardon, je me répète. Comment peut-on se servir de la doc pendant l'examen ou le mieux de connaître toutes les commandes format par cœur? Ou le mieux, c'est de connaître toutes les commandes format par cœur. Ouais, j'avais répondu à cette question aussi. C'est un mix des deux. Ouais, il faut quand même bien savoir où retrouver en fait les commandes et la documentation, ouais, pour pouvoir après la récupérer facilement et faire des copier-coller à la limite. Mais bon, il y a énormément de pages dans la doc, donc il ne faut pas s'amuser à chercher dans la doc à ce moment-là. Il faut vraiment savoir où la trouver très rapidement. Alors, question ouverte pour tous les deux de la part de Mohamed. Par quel certif commencer? Est-ce que vous avez des recommandations? Alors, personnellement, moi j'avais commencé par la CKAD. Je l'avais trouvé plus facile, j'étais plus rassuré donc, vu les choses nécessaires à apprendre, j'étais beaucoup plus serein pour la CKAD que pour la CK. Ce qui m'inquiétait, moi, c'était toute la partie KubeADM, tout ça, d'installer des clusters. Même si j'avais installé des petits clusters pour moi, pour travailler, je ne maîtrisais pas du tout tout ce qui est control plane et tout ça. Il m'a fallu écrire un bouquin, tu vois, pour maîtriser le truc, quoi. J'aurais pu le faire sans, mais effectivement, en fait, j'ai commencé à écrire le bouquin, là, la petite histoire, c'est que j'avais déjà eu la CKD, et pour la CK, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, et donc je me suis pris des notes sur plein de choses. J'ai résumé des choses qu'il y avait en ligne, et du coup j'ai eu pas mal de notes. J'ai fait un e-book, et qui après a fini un livre papier. Donc personnellement, j'ai l'impression que la CKD est plus simple, parce que bon, j'avais fait un peu les deux parties. J'ai commencé avec Kubernetes en fait en tant que plutôt développeur, et je m'occupais aussi un peu de déploiement de cluster Kubernetes, mais c'était surtout la partie développeur qui m'intéressait. Donc voilà, c'est peut-être un peu orienté. Voilà, ça dépend aussi du profil. À la base, toi, tu as peut-être une orientation un peu plus dev, du coup, ça te parlait peut-être plus en termes de certif. Peut-être que pour des admins, ça sera peut-être plus facile de faire l'inverse, je ne sais pas. J'ai eu des échanges moi, récemment avec la Fondation Linux, et je crois que la AppDev, c'est un petit peu durci aussi en termes de niveau. Je ne sais pas si toi, tu as des retours là-dessus, Philippe, ou pas. Non, non, je ne sais pas, ouais. Donc si c'est plus difficile que précédemment ou pas, non. J'ai l'impression des feedbacks que j'ai eu voilà, que ça s'est devenu un peu plus difficile.
en se rapprochant un peu du niveau de la admin. Maintenant, j'aurais tendance à dire, pour répondre plus pertinemment à la question, qu'il faut faire la certification qui correspond à son profil, à son parcours et à ce qu'on veut en faire derrière. C'est le plus pertinent. Si derrière, c'est pour avoir des missions, des postes, des opportunités sur le développement, il faut passer la dev. Si c'est pour être dans des métiers d'admin, il faut passer l'admin. Je pense que c'est la meilleure orientation possible. Oui. Alors, il nous reste encore quelques questions. On a déjà fait 25 bonnes minutes de questions. Je propose qu'on passe encore 5 minutes sur les questions. Ça vous va, Philippe et Thomas? Moi, je suis dispo, il n'y a pas de souci. Ouais. Il y a une ou deux questions qui sont glissées dans le chat en plus. D'accord. Si vous n'avez pas de contraintes, continuons. Scott, après certification obtenue, est-ce qu'on va utiliser habituellement toutes les connaissances sur lesquelles on est examiné? Bon, ça, c'est une très bonne question, effectivement. Et oui, parce que les trucs et astuces que j'ai donnés là sur les lignes de commande, moi, j'avais travaillé 1 an et demi à peu près sous Kubernetes avant de commencer à penser à passer l'assertif. Et toutes ces commandes-là, je ne les utilisais pas. J'écrivais tous mes YAML, tous mes manifestes à la main. Je prenais le temps de les écrire, globalement. Ou alors, j'avais des outils. Il y a des très bons plugins comme Cloud Code développé par Google par Google Cloud pour VS Code ou pour d'autres éditeurs qui vous permet de pré-remplir des manifestes voilà, vous pouvez travailler rapidement avec ça. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à lire les conseils pour passer l'assertif, tout le monde me disait, attention, il faut utiliser kubectl run, kubectl create. Alors, je m'y suis mis et je l'ai appris pour l'assertif. Et ben, du coup, maintenant, je les utilise et je trouve que je suis beaucoup plus efficace en fait avec ces commandes que comme je travaillais avant. Donc, pour moi, cette certification, ça, ce que je disais avant avec le vocabulaire, c'est aussi, en fait, ça vous montre vraiment la façon de travailler qui est conseillée par la CNCF et par les experts Kubernetes. Et donc, je trouve que c'est voilà, une bonne façon d'apprendre les bonnes pratiques, ouais, finalement. Nouvelle question de Jean-Yves. Quelle est la distribution Linux utilisée pour les différentes VM? Donc, c'est Ubuntu 18.06, il me semble, de mémoire. C'est pareil, c'est marqué sur le site à l'inscription de la certification, c'est marqué exactement quelle version c'est. Alors, la prochaine question est anonyme. Possible de passer le second niveau si notre certif a expiré après les 3 ans? CKS, non, je pense qu'il faut avoir une CK valide pour pouvoir passer la CKS. Ouais. Où trouver les slides de cette présentation après le webinaire? Alors, je vais vous envoyer les slides et le replay du webinaire juste après quand on va finir ce webinaire, toutes les questions. Je vous enverrai un petit questionnaire de satisfaction et du coup, je vous enverrai dans la foulée toutes les slides et le replay. On a une urgence, Paul. On a Ansoufal, qui est un ancien collègue de Philippe, qui nous poste dans le chat. Ansou nous dit je passe ma certification CK dans 2 heures. Philippe, est-ce que tu n'as pas des raccourcis? Bon courage, Ansou, tu vas l'avoir. Question suivante de Thierry. Peut-on utiliser un IDE avec plugin pour l'examen? Non. Non, pas d'IDE, non. Juste en ligne de commande, donc VI, peut-être un nano, des choses comme ça, mais pas plus. Alors, question de Yacine. Vous nous conseillez de commencer par les questions qu'on maîtrise et passer celles compliquées. Est-ce que cela veut dire que les questions ne sont pas dépendantes? Ouais, elles sont complètement indépendantes, ouais. Vincent nous demande, peut-on faire des copier-coller entre notre machine host et la VM de passage de l'examen? Non, enfin, dans la fenêtre du navigateur, donc à droite, vous aurez la ligne de commande, vous aurez un terminal Linux à droite, et à gauche, vous aurez le sujet avec des noms de machines, des choses comme ça. Si vous faites comment dire, le sujet va vous dire vous devez faire SSH host 04-MSV, un truc bizarre. Et donc ça, vous pouvez le copier-coller, ouais, pour éviter de faire des fautes de frappe, etc.
Mais c'est tout. En fait, vous ne pouvez pas ouvrir d'autres fenêtres dans votre machine. Vous pouvez pas ouvrir de terminal de votre machine, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est le seul copier-coller que vous pouvez faire entre le sujet de la question et le terminal. Jean-Yves qui nous demande est-ce qu'on a des retours sur la certification CKS? C'est un sujet à part entière, ça. Donc, personnellement, j'étais très curieux, donc j'ai profité de cet essai gratuit là, donc pour le tester dès les premiers jours de la sortie. Donc, j'avais vraiment aucun retour de personnes qui l'avaient encore passé. Donc, c'est quand même assez différent de la CKA. Il y a un point important à savoir, ça peut aider dans les deux cas en fait, c'est que la CK et la CKAD, c'est du pur 100% Kubernetes pur. Ça n'utilise aucun autre outil tiers. Donc vous avez kubectl, kubadm, et puis point final comme outil, enfin après tout ce qui est control plane. Et les docs, c'est pareil, c'est toutes les docs de Kubernetes, mais il n'y a pas de doc de Helm, par exemple. En fait, vous n'avez pas le droit d'aller consulter la doc de Helm. Et moi, personnellement, j'ai pas eu de questions sur Helm, même si dans le curriculum, ils en parlent. Alors que dans la CKS, c'est différent. Comme effectivement, il n'y a pas beaucoup d'outils, c'est assez limité l'environnement sécurité native dans Kubernetes. Et donc, dans la CKS, pour la CKS, on vous demande de maîtriser d'autres outils en dehors de Kubernetes. Alors, j'ai plus les noms en tête. Et donc, ça ouvre considérablement quand même le champ d'études. Donc, je trouve quand même beaucoup plus compliqué. Si on ne maîtrise pas la sécurité déjà avant, ça complexifie quand même l'auto-formation. Ouais. On va faire un nouveau webinaire sur le sujet, je pense alors. Complètement. Alors Scott nous demande quels environnements sont possibles à utiliser pour s'entraîner sur CKA et CKAD. J'ai vu que dans le chat, on a Antoine. Merci beaucoup Antoine qui a commencé à donner un début de réponse en conseillant vivement Katacoda. Il a mis le lien dans le chat si ça vous intéresse. Et du coup, je te laisse compléter Philippe. Ouais, Katacoda, je n'ai pas utilisé dans ce cas-là, j'avais utilisé pour d'autres petites choses. Mais oui, s'il propose des exercices là-dessus, ouais. Oui, c'est une très bonne solution, ouais. Il y a le killer.sh, donc j'ai présenté aussi, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que c'est quelque chose d'équivalent, ouais. Vincent nous demande, te demande, Philippe, ça va te concerner, combien de temps s'écoule entre l'inscription à un examen et le passage de l'examen? Alors on peut s'inscrire pour le lendemain. Ouais, c'est très rapide. Hein. S'il y a des places disponibles, disons. Mais s'il y a des places dispo, ouais, vous pouvez vous inscrire pour demain soir. Là, ouais. De calendrier où tu réserves ton slot, c'est ça? Ouais, voilà, il y a des slots, ouais. Il y en a plusieurs pour la même heure. Et donc, il faut trouver le slot qui vaut combien. C'est 24 heures. Hein. Alors, j'ai pas compris l'examinateur, si c'était un examinateur réel ou une intelligence artificielle derrière, un bot quoi, qui faisait ça. Parce que c'est 24 heures sur 24. Quoi. Donc, vous pouvez le faire à 4 heures du matin si vous voulez. Super. Jérémy qui nous demande, alors il utilise Kubernetes tous les jours, debug, CI/CD. La certification devrait être simple alors? Et si vous utilisez donc tout, comment dire, ça dépend, oui, un peu ce qu'il utilise exactement dans Kubernetes. S'il est limité à un certain nombre de tâches répétitives, bon, il va savoir faire des configurables, des secrets, etc. Ça ne va pas suffire parce qu'il aura une très bonne note sur une partie. Donc, il faut quand même bien connaître la totalité là, de tout ce qu'on a vu sur les slides. Il faut connaître quand même beaucoup de choses, ouais. Et s'entraîner sur un peu toutes ces choses. Alors, Olivier qui nous remercie pour la présentation. Merci à toi, ça nous fait plaisir. David
copier-coller depuis l'onglet avec la doc aussi ou pas? Ah oui, ça c'est sûr, oui. Oui, sans aucun problème, et c'est utile, ouais. Est-ce que tu vas proposer une version française de ton livre? Euh, je sais pas, ça dépend plutôt de l'éditeur, hein. Je crois que je les ai lancés dessus, mais c'est pas facile, ouais. D'accord. Donc, Question de Elias. O'Reilly fournit un environnement de test gratuit pour passer des examens blancs sur la CKAD et CKA, cotacoda.com. C'est aussi pertinent que Killer SH. ouais, je pense si ça vient de Aurélie, franchement, moi, enfin, ils l'ont racheté, ouais, Katakoda il y a quelques mois. Et oui, je pense que c'est d'un bon niveau, ouais. Ouais, j'ai essayé ni l'un ni l'autre, mais bon, connaissant les plateformes, oui. En tout cas, vu le commentaire d'Antoine C'est dans le chat, c'est recommandé par Antoine. Ouais. voilà, Antoine, pour info, est formateur chez nous, Kubernetes, et formateur certifié, forcément sur les certifs pro dont on parle, mais aussi certifié formateur par la Fondation Linux. Donc, s'il le recommande, c'est que c'est de grande qualité. On peut lui faire confiance. Question de Sébastien. Est-ce que vous avez une certification est-ce que vous avez une formation pour la certif CKS? Si oui, à quel prix et durée? Non, il n'y en a pas aujourd'hui des formations avec instructeurs. La seule formation qui existe est une formation on-demand, c'est-à-dire en ligne, que vous retrouverez sur le site de la Fondation Linux. Je n'ai pas la durée en tête, mais vous avez tout sur la page dédiée de la Fondation Linux. Eh bien, c'était la dernière question, puisque le dernier point... Ah non, il y en a une qui vient de popper. Merci David pour ton commentaire, ça nous fait plaisir. À thème, pourriez-vous nous parler un peu des opérateurs Kubernetes SVP, même si ce n'est pas le sujet? Alors là, on en a pour la nuit, parce que c'est mon sujet de prédilection, les opérateurs. Mais bon, c'est pas du tout enfin, dans les deux certifications, ça parle pas du tout de ce genre de choses, c'est sûr. Ni de programmation. Au début, quand j'avais vu la CKD, en fait, j'ai commencé Kubernetes en développant des opérateurs. C'était ma première mission là-dessus. Donc, c'était assez spécifique. Et en voyant la CKD, je m'étais dit, chouette, je vais pouvoir montrer que je sais faire des opérateurs et tout. Et en fait, non, c'est pas du tout le sujet. Donc, j'étais un peu déçu. Mais bon, voilà, les opérateurs, enfin, moi, ça me fait trop triper, quoi. On te demande si tu as eu Et la CKS, non, du coup, je ne l'ai pas eu, je l'ai raté. Bon, la première fois, et je potasse pour la repasser, ouais. Non, mais il y a du boulot, ouais. Il y a beaucoup de choses à apprendre, ouais. Donc, c'est qu'elle n'est pas si facile quand même, si tu l'as raté. Non, et puis, en fait, c'est vraiment de la sécurité. La sécurité, c'est pas trop mon domaine. Donc, il y a beaucoup d'outils à connaître, ouais. Et comme au jour le jour, j'ai pas la possibilité de les tester, de les utiliser. Ouais, je travaille pas énormément sur Kubernetes en ce moment, donc voilà, c'est un peu plus long. Alors pour info, j'ai mis dans le chat le lien vers, comme il y avait la question, sur le e-learning sécurité, c'est la LFS 260 qui est proposée par la Fondation Linux, justement sur le sujet. Oui. Merci à thème. Il y a Ryan qui... alors, je crois qu'on a déjà répondu, mais si tu peux rappeler, Philippe, dans ta réponse rapidement sur l'ordre pour passer les CKA ou CKAD. Ouais, ça dépend vraiment de son profil, hein. Si on est développeur, il faut vraiment commencer par la développeur. Si on fait plutôt de l'installation de clusters, gestion des persistants de volume, toutes ces choses-là, là, il faut commencer par la CKA. Et en fait, comme disait Thomas avant, c'est vrai que c'est des certifs un peu séparés, hein. On n'est pas obligé d'avoir les deux. Moi, c'est vrai que j'ai un profil depuis toujours développeur et admin, donc c'est vrai que les deux m'intéressent. Mais si vous êtes admin, la CKD ne va pas beaucoup vous servir, j'imagine. On ne va pas vous demander de l'avoir. Après, si vous êtes comme moi sur les deux métiers, admin et développeur, personnellement, j'ai trouvé la développeur plus accessible. Mais bon, Super. voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'on est encore plus de 60 là, alors qu'on a débordé de plus d'une demi-heure. On peut peut-être estimer que ça vous a plu. En tout cas, on est très content d'avoir pu animer ce deuxième épisode de nos webinaires sur les certifications. Donc pour petit rappel, je vais vous envoyer un mail avec un petit questionnaire de satisfaction. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, remplissez-le. Ça nous permettra d'avoir
de nous améliorer pour les prochaines fois. Pour information, on prévoit déjà une prochaine session sur une certification architecture de Google. Donc, si ça vous intéresse, on vous posera la question dans le questionnaire de satisfaction pour vous inscrire, pour vous préinscrire. On vous enverra l'invitation. Petit rappel aussi, si vous vous inscrivez à une formation Kubernetes Sphere Institute prochainement, on vous envoie le livre de Philippe Martin. Donc, c'est une offre limitée, donc n'hésitez pas à en profiter. Et petit rappel, donc Sphere Institute, c'est l'entité de Sphere qui gère notre offre de formation. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre catalogue sphere.com/institute toutes les technologies qu'on propose. On ne fait pas que du Kubernetes. On propose aussi beaucoup de formations sur Google Cloud, notamment récemment la formation Machine Learning, sur toute la partie Cloud, Infra, Data. Et puis, on propose aussi des formations sur Terraform, Docker, des formations sur le DevOps, plus largement le Big Data, les formations web aussi. On a un catalogue très large. N'hésitez pas à aller le consulter. Voilà. Merci. Merci à tous. Toutes et à tous. Merci à tout le monde. Ouais. Puis à très bientôt, j'espère. Je vais arrêter la présentation. Si vous voulez, on table, s'il y en a qui veulent continuer à échanger avec nous, on va rester encore une dizaine de minutes pour échanger avec vous. À tout de suite et puis à bientôt pour les autres. Salut. Salut.